Bonjour à tous, bienvenue au Maroc. Comme vous l'aurez sans doute constaté sur les réseaux sociaux, nous sommes au Maroc avec la société Bike to Beach Travel qui organise des voyages un peu partout en Europe et en dehors. On en a profité pour faire un comparo 450. On a eu 7 jours et 1700 km pour essayer ces deux motos dans toutes les configurations, dans toutes les situations, route, road, off-road. Je pense qu'on a tous les éléments pour vraiment vous donner beaucoup d'informations hyper importantes sur ces deux modèles qui, d'ores et déjà, il faut le signaler, sont extrêmement similaires. Votre futur CF Moto se trouve chez Mécanique Moto. Nous sommes en plein comparo avec la Royal Enfield Himalayan 450 Rally. Elle est là. Et nous la comparons avec la CF Moto 450 Rally. Voilà, ça c'était pour la fiche technique. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'essai. Entrez dans la légende et vivez l'expérience Royal Enfield. On peut difficilement être plus près de ces deux machines parce qu'en fait, à part leur look, elles ont vraiment sur papier exactement les mêmes performances et tout ça. Tu as envie de parler de quoi pour commencer, mon cher Alexandre? La première approche, forcément, c'est le coup d'œil sur la moto. De mon point de vue, qu'on a une moto ici, la CF, qui a un look beaucoup plus affirmé, un look qui est beaucoup plus trail enduro, enfin voilà, comparativement à la Enfield, qui garde ses lignes propres à Royal Enfield, des lignes plus arrondies et des lignes effectivement plus classiques. Ouais. Hein. C'est vrai que la CF Moto, telle qu'elle est là, c'est vraiment une moto au look moderne. Ouais, Elle est vraiment dans l'air du temps. Quand tu la croises, tu ne sais pas que c'est une 450, ça pourrait être autre chose. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont posé des questions, beaucoup de gens ont tourné autour de la moto ne la connaissant pas. Royal Enfield est beaucoup plus connu. Ce look propre à Royal Enfield, globalement, on l'aime ou on l'aime pas. Si on kiffe, c'est génial. C'est globalement celle-là qui est la plus belle. Et celle-là, elle est vraiment dans l'air du temps. Donc c'est une moto moderne. Et donc en termes de look, forcément, on ne va pas se prononcer sur laquelle est la plus belle, puisque les goûts et les couleurs la vie de chacun, font que, voilà, ça, ce sera à vous de le définir. Dans la continuité, la première chose que j'ai fait, ça a été de m'asseoir dessus. Ouais. Et en fait, le fait de s'asseoir dessus, moi, j'ai tout de suite noté des petites différences, puisque, bien que la hauteur de selle est quasiment similaire, mais le confort est tout à fait différent. Là où la selle est clairement, on peut dire, plus dure, c'est la Royal Enfield. C'est un peu étonnant parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus molle par rapport à sa philosophie. La palme du confort de la selle revient clairement à CF. Maintenant, mal au cul en moto, soyons bien clairs. Au début, les 2 premiers jours, un peu mal au cul. En vérité, j'ai plus roulé sur la Royal Enfield. Après 5 jours, tu n'as plus mal au cul. Non. Il faut savoir qu'ici au Maroc, on a fait des étapes de 200 à 300 km, mais parfois 200 km ici, la moyenne est de 40 km/h parce que ça virole, il y a de l'off-road et tout ça, donc ça fait quand même 5 heures de route avec les arrêts et tout ça. Et donc, l'air de rien, avec 200 à 300 km par jour, on a eu le temps de faire beaucoup de motos tous les jours et de rentrer tous les soirs crevés. Et donc ça, c'était plutôt positif. Néanmoins, certes, on peut dire l'ACF plus confortable en termes de selle. Un confort, ce qui suit le confort, c'est forcément l'ergonomie. La sensation d'avoir la Enfield qui était très intuitive, comparativement à la CF qui, je trouvais, un petit peu plus technique par rapport à sa position, par rapport à l'ergonomie et à la position qu'on a quand on est sur la moto. Sur la CF, on est un petit peu plus haut, un poil plus haut avec le guidon. On a un peu plus de poids en hauteur, ça se voit, c'est évident. Et donc c'est vrai qu'en termes de géométrie, on est un peu plus haut, avec un peu plus de poids un peu plus haut. Et donc directement par rapport, je vais dire, à l'assiette de la moto et la répartition du poids, c'est vrai que malgré que la Royal Enfield soit un peu plus lourde
que la CF, eh bien, elle paraît plus maniable, un peu plus jouette de châssis et avec un peu plus de poids placé bas, ce qui la rend effectivement un peu plus facile. Le fait que le guidon soit un peu plus bas, on se rapproche un peu du roadster, ça veut dire que dans les demi-tours et dans ce chose-là, eh bien, c'est vrai que l'Himalayan paraît un poil plus maniable. Bon, on peut difficilement passer à côté, on va vous parler quand même un peu des moteurs. Maintenant, oui. Maintenant qu'une fois qu'on les a essayés et qu'on s'est assis dessus, on les a démarrés quand même. Oui, ouais, absolument. Donc 2 chevaux de plus sur celle-ci que celle-là, donc 40-42, 40 Nm, 44 Nm. Tu les as sentis? Non. Voilà. Impossible à dire, il n'y en a pas une malgré que ce soit enfin, plus légère et un peu plus puissante, on devrait avoir une différence et pas du tout. Je dirais même au contraire parce que selon moi, la base moteur de la Royal Enfield, alors c'est mon analyse, j'ai l'impression que les pièces moteurs du bas moteur sont un poil moins lourdes, ce qui veut dire que ce moteur a un peu moins d'inertie. Et donc, elle prend des tours un peu plus vite, elle est un peu plus vive dans les tours, alors que la CF est un peu plus linéaire, avec toujours la même puissance, mais peut-être le moteur est un poil plus vif sur la Royal Enfield. Je dirais que globalement, la CF me paraît un peu plus stable de manière générale, tant en moteur qu'en châssis, alors que la Royal Enfield me paraît un peu plus vive en châssis et en moteur. On a reçu les motos, elles avaient presque pas de kilomètres. La CF avait 7 km, donc on a dû la roder. C'est vrai que je dirais que la sonorité moteur de la Royal Enfield haut dans les tours est un poil plus métallique, un poil plus agressive. Et ça change un peu de l'onctuosité du bruit de la CF. L'impression parfois de lui faire mal, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Oui. Mais j'ai l'impression qu'avec les kilomètres, ça s'estompe. Donc Oui, moi, oui. quand je monte dans les tours avec celle-ci, j'ai l'impression, en tout cas, ou bien je me suis habitué et je l'entends plus, ce qui est une bonne nouvelle, ça s'oublie, ou bien plus le moteur se rôde, plus il fonctionne, mieux il va, et parfois il y a des petits bruits qui disparaissent. Sur les deux motos, on a des roues à rayons, tangentielles, en fait ça veut dire que les rayons arrivent sur le bord de la jante et que ça permet le montage de pneus tubeless. Alors on est sur 2 roues de 21 à l'avant, ça c'est tout à fait cohérent, une roue de 18 sur la CF et une roue de 17 sur la Royal Enfield, mais avec un pneu plus haut, plus grand ici sur la Royal, ce qui fait que finalement on rattrape et on est sur la même assiette. Donc de ce côté-là, pas de différence ressentie. Au niveau du débattement des suspensions, on est vraiment sur 2 choses totalement égales. Il y a juste qu'effectivement la selle de la CF Moto, selon moi, filtre un peu plus. Donc forcément, on a l'impression que la Royal Enfield est un peu plus dure. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que pour pouvoir l'utiliser sur route, à rythme quand même assez élevé, eh bien, il y avait quand même le même soutien, rien qui me permette de dire que celle-ci se comportait moins bien à partir. Je les ai un peu maltraités sur route pour un petit peu le rentrer dedans et tout ça. La seule différence qu'on peut noter entre les deux, c'est qu'ici on est sur une Kayaba sur la version rallye, la CFMT 450 MT version rallye, Kayaba qui est réglable. Et on est sur une Showa, si je ne dis pas de bêtises, mais par contre qui est non réglable sur l'Enfield. Effectivement, totalement non réglable. Sur la tienne, enfin sur la CF, il y a effectivement des réglages, ça c'est bien. Néanmoins, je me répète, mais j'aime bien toucher aux suspensions quand c'est nécessaire. Là, j'ai vraiment estimé que ça ne valait absolument pas le coup, parce qu'il faut se rappeler qu'il faut une moto qui fonctionne aussi bien sur le terrain sur lequel on est que sur la route. Et donc, moi, ça m'a paru bien, franchement bien. Le compromis était très très bon. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je ferais bien un petit clic à gauche, un petit clic à droite. Absolument. Le transfert de masse de l'arrière ne se fait pas tellement sur celle-ci. Donc globalement, c'est vrai que les settings sont plutôt bien foutus et surtout bien étalonnés. Alors pour quelqu'un qui ne ferait que de la route, c'est vrai que je durcirais peut-être un peu, Absolument. mais pour un usage mixte, comme c'est le cas ici, clairement les suspensions sont... Elles ont tout à fait fait le Elles ont fait le job et elles ont bien encaissé aussi parce qu'on a quand même fait des passages où elles ont dû encaisser ça, quoi. Alors comment parler d'une moto sans parler des freins? Ben oui, évidemment, il faut que ça freine. Donc, globalement, fiche technique vous en a dit beaucoup. On est tous les deux sur un disque de 320 à l'avant, logique. On est avec un disque de 240 sur la CF et un 270 sur la Royal Enfield. Raison pour laquelle je préfère la Royal parce qu'elle a un grand disque
Alors c'est une question, une fois de plus, goût et couleur, mais forcément un grand disque, plus de ralentissement, enduro et tout ça. Donc moi personnellement j'ai préféré, mais c'est vrai que c'est fort réactif. Et donc ceux qui ont le pied lourd de l'arrière vont peut-être préférer un disque un peu plus petit, qui est peut-être un peu plus progressif. Mais et toi c'est en quelle marque? L'ACF étant? Étant Rear One. Et chez moi, sur la Royal Enfield, c'est du By-Bray. Alors quand on regarde les gammes de freinage, en fait on est sur des gammes totalement égales. Donc on est sur du piston, je vais dire classique, 4 pistons à l'avant. Et la vérité, c'est que pour ce qu'on en a fait, c'est parfait. Hein. Oui, Voilà. c'était parfait. Juste, comme on l'a mentionné, ce qui est lié forcément aux motos qui sont arrivées avec juste 7 km, enfin juste celle-ci, Ouais. forcément c'était toujours le problème de rodage des plaquettes. Ouais. Ou à la première prise en main, les premières centaines de mètres, j'avais beau prendre le frein, et il n'y avait pas de freinage, c'était Ouais. juste un ralentissement. Ouais. Il a fallu effectivement roder un peu les plaquettes pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit j'allais dire, utilisable et qui soit convaincant. Surtout qu'il y a un peu plus de mordant, quoi. Parce Bien que j'ai sûr. souffert de la même chose, parce que même quand on reçoit des motos rodées, comme celle-ci qui avait 600 km quand je l'ai reçue, enfin rodée, presque rodée, bon, les gens qui rôdent, alors on dit toujours, c'est vrai que les gens qui roulent sur la route utilisent les freins pour se ralentir. Sur circuit, on utilise les freins pour freiner. Enfin, traduction, en fait, sur la route, on freine souvent pas assez fort, et donc parfois il te faut du temps. Bon, alors moi, une fois de plus, avec un peu plus d'expérience, quand je sais ça, parfois je laisse 2 doigts sur le frein avant, je fais 300-400 mètres et je fais ça pour essayer d'un peu user, ou bien je fais très gaffe à ce qu'il y a derrière et je mets des grands coups de frein pour pouvoir rôder et retrouver du mordant que je n'avais pas non plus quand j'ai reçu la moto. Donc ça c'est juste voilà, un problème de manque de kilomètres. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, sur ces motos, le freinage, ça veut dire bien évidemment pourquoi ils ont des si grands disques à l'arrière, malgré qu'elles sont pas. C'est parce qu'il faut vraiment l'utiliser. Moi, je dirais que j'utilise 50-50, alors à des moments différents, mais c'est clair que sur ces motos, il faut utiliser les deux. Mais justement, à ce sujet, puisqu'on parle du freinage, forcément, on peut désactiver l'ABS. L'ABS, en tout cas, il est présent, mais je ne l'ai pas trouvé si intrusif que ça. Non. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Et puis bon, à partir du moment où on est sorti sur les portions un petit peu plus off-road, là, on déconnecte tout. Ouais. Et là, c'est vraiment là où on peut ressentir la moto et avoir les vraies sensations Ouais. exploitables. Sujet intéressant, donc désactivation de l'ABS, de la roue arrière uniquement. Eh bien, sur l'ACF, en fait, il y a tout simplement sur le commodo gauche un bouton sur lequel vous restez appuyé pendant 2 secondes. Il y a un signe, il est marqué off-road. Plus de traction control, parce que cette moto a du traction control, ce qui n'est pas le cas celle-ci. Et celle-ci, en fait, c'est au démarrage, menu, il y a 2 modes, mode performance et un autre mode qui est un peu moins performant. Et il y a un mode performance sans ABS sur la roue arrière. Donc moi, je dois avouer que je l'ai utilisé tout le temps. Mais sur ces motos, c'est important de pouvoir désactiver l'ABS sur l'arrière. Et on l'a beaucoup fait. À noter aussi que justement, à chaque fois qu'on le coupe, si on coupe le contact et qu'on rallume le contact, il faudra alors tout déconnecter de nouveau. Oui, alors mais ça c'est une procédure qui est en fait tout simplement due à la loi et à la législation. Toutes ces assistances qui sont obligatoires au démarrage doivent être réenlevées par l'utilisateur une fois qu'il l'a démarré de son bon vouloir, à savoir que ne pas se faire surprendre à monter sur une moto qui a coupé toutes les assistances parce que la dernière fois qu'on l'avait utilisée. Donc le fait que toutes les assistances se remettent dès qu'on éteint le contact, c'est tout à fait normal. Bon, sur ce genre de moto qui est faite pour voyager, elles ont toutes les deux une bulle. On va donc parler de protection. Et là, eh bien, 2 motos, alors là, avec des résultats assez différents. Je vais commencer par te laisser t'exprimer par rapport à la CF. Alors l'ACF, c'est une bulle qui est réglable manuellement avec un petit système ici de poignée. Pour ma part, j'ai trouvé ça, la protection, alors c'est peut-être expliqué par le fait qu'on roule aussi avec un casque qui est un casque cross avec une penne, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de turbulences au niveau de la CF. Ouais. Il fallait vraiment bien rentrer la tête, rentrer les épaules pour pouvoir, surtout sur les grandes portions de ligne droite où on était, où là c'était vraiment le moment où on a vraiment ressenti les turbulences. Et tu mesures combien toi? Je mesure 1m75. Ok, et moi 1m72. C'est important parce que ça a une influence évidemment. Cette bulle, donc, je disais au niveau de la protection, je pense qu'il y a la possibilité de mettre une bulle un peu plus haute. Alors moi, je mettrais d'office une bulle plus haute parce que ça peut paraître très bizarre, mais la protection de la Royal Enfield paraît inférieure.
Et globalement, en fait, à son guidon, je ne souffre d'aucune turbulence, ce genre de choses. Je suis monté sur l'ACF, j'ai fait quelques kilomètres. J'ai essayé en bas, mon casque faisait comme ça. J'ai un peu relevé, il continuait. J'ai mis à fond, j'avais trop de bruit. Et puis pour finir, j'ai essayé de trouver un entre-deux au milieu qui me paraissait le plus confortable. Mais bizarrement, c'est la CF Moto qui m'a donné le plus de sensations de casque qui bouge et de turbulence, alors que la bulle de la Royal Enfield est plus fine, mais avec une forme complètement différente. Par contre, ce qui est à noter, bon, alors c'est une fois de plus la taille. Forcément, si vous faites 10 cm de plus, vous n'aurez peut-être pas le même ressenti que moi sur la Royal Enfield. Mais alors, quand on regarde la CF Moto de face, bon, c'est une moto qui est large, une moto moderne, avec un maximum d'élargissement pour le look, enfin pour l'essence, enfin pour tout ça. Et donc, en fait, la Royal Enfield paraît beaucoup plus fine, mais dans cette version rallye, donc on l'a livré avec les 2 valises ici, qui sont des valises souples, qui ne sont pas très grandes, mais qui sont quand même très pratiques, dans le sens où, bien évidemment, eh bien, on peut mettre de la bagagerie arrière, latérale, et ces 2 petites poches sont super pratiques, parce qu'elles sont, en fait, elles augmentent aussi la protection, donc ça veut dire qu'on est super bien protégé. Et finalement, l'ensemble de la moto avec ses protections souples et cette bulle qui a une forme bien particulière, eh bien finalement c'est étonnant, mais moi j'ai trouvé que la protection était meilleure sur la Royal Enfield. Je te rejoins là-dessus. Maintenant, pour parler d'équipement, en fait, ici, on peut noter sur la bulle de l'ACF qu'il y a aussi une petite barre ici qui permet effectivement d'accrocher. Nous, ici, on voyage avec des tripis. Bon, les tripis ici sont attachés au guidon, mais il y a la possibilité de pouvoir les mettre ici sur la petite barre qui se trouve derrière la bulle. Il n'y en a pas sur la Royal Enfield. Non. Alors ça, c'est un manquement, j'ai pas envie de dire un manquement. Par contre, la chose qui m'a un petit peu dérangé au niveau équipement, c'est que moi j'ai beaucoup voyagé avec un sac à dos parce que on transportait la caméra et ce genre de choses. Je n'ai pas voyagé avec le sac à dos sur mon dos, mais je l'ai mis sur la selle. Enfin, tu as fait un peu des deux. J'ai fait un peu des deux, oui, bien sûr. Mais en fait, ça a été beaucoup plus facile de pouvoir le mettre sur la selle de la CF Moto, simplement parce qu'ici on y retrouve en fait déjà un petit porte-paquet plus des poignées pour le passager. Et donc j'ai pu harnacher mon sac à dos là-dessus plus facilement que sur la Royal Enfield, où je n'avais pas réellement d'endroit où pouvoir m'attacher. Ouais, petit bémol, c'est vrai, absence d'attache pour fixer un sac derrière. C'est épuré et tout ça, mais clairement, quand on veut accrocher des sandos ou quoi que ce soit, bah, c'est la merde. Il existe des valises et des options, hein, à mon avis. Oui, non, voilà. oui, certes, mais bon, ouais. je veux dire, voilà, de base, forcément, nous on les a eu bon, sans valise à l'arrière, juste les petites valises à l'avant. Mais voilà, la première question, c'est de savoir comment s'attacher dessus, comment s'harnacher. Et c'est tout de suite pour ça que j'ai sauté sur celle-ci. Oui, et c'est pour ça que je te l'ai laissée malgré qu'elle soit plus confortable. Alors que ça devrait être évidemment l'inverse, puisque tu es plus jeune, tu m'aurais dû devoir le respect qui aurait nécessité que tu m'offres la CF Moto de manière tout à fait naturelle. Mais elle est plus haute, Voilà. donc c'est plus facile pour moi. Bon, trêve de plaisanterie, qu'est-ce qu'on peut dire? On va un peu parler, on doit parler un peu d'électronique. Ouais. Alors, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, au niveau du traction control, il y a un traction control sur la CF Moto, tout à fait non intrusif. Je dois avouer que je ne l'ai pas du tout ressenti. Okay. Donc j'imagine qu'il fonctionne vraiment sur des glissades. Alors bon, comme on mettait en off-road dans la terre, bon, ben, forcément le traction n'a pas eu le temps de fonctionner. Bon, il y en a un, donc il y en a un, ça veut dire qu'il fonctionne, mais en tout cas il est paramétré de manière très transparente. Oui. Je veux dire, en aucun cas il m'a gêné. Mais en fait, pour rejoindre ce que tu dis, c'est ce qu'on disait juste avant sur le fait de désactiver, de couper le contact et de réactiver toutes les aides électroniques. En fait, il y a un moment donné où on est sorti en off-road et j'avais complètement oublié de tout redésactiver. Oui. Et là, tout de suite, effectivement, tu sens que le traction control se met en marche. Ah bah oui, tu mets gaz, il ne veut pas. Et là, tu sens vraiment que... Bon, petit détail pratique, mais qui a quand même son importance, c'est évidemment la possibilité de brancher quelque chose à l'avant. Donc toi tu as une prise USB qui est sur le côté de ton écran et moi j'ai mis 2-3 jours à le trouver, mais en fait ici super bien placé, extrêmement discret. Il y a une petite prise USB-C qui est disponible ici juste en dessous du guidon de la Royal Enfield et je dois avouer que l'emplacement est vraiment idéal et d'une discrétion rare. Ça c'est les côtés pratiques. Alors en fait, pour parler des motos, c'est vrai que de nos jours, et vous le savez tous, les motos offrent des packages électroniques avec de la connectivité, avec toutes sortes de possibilités, principalement, bon alors moi ce qui m'intéresse principalement dans ce genre de fonctionnalité, c'est le guidage.
Personnellement, lire mes messages, ça ne m'intéresse pas. Écouter de la musique, j'ai essayé parce que j'ai un casque avec la communication. Je me suis dit, enfin bref, j'ai coupé après 3 minutes parce que je préfère écouter mon moteur. Voilà. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous n'avons pas installé les applications et nous n'avons pas utilisé ces systèmes. D'abord parce que en fait, l'organisation de l'événement nous fournit des tripis. Et ces tripis, je dois avouer que c'est la deuxième fois que je les utilise. C'est pas très beau, c'est un peu gros, mais par contre la lisibilité et la facilité de guidage, tu sais pas te tromper. C'est très ludique, hein, c'est très. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux pas te tromper, il n'y a pas moyen. Mais en fait, c'est quand tu te trompes que tu te rends compte à quel point c'est facile de Mhm. retrouver ton chemin si tu t'es trompé. À contrario avec certains systèmes qui essayent de te recalculer d'autres itinéraires. Non, là, il te dit clairement demi-tour, 60 mètres. Enfin, moi, je trouve le Tripi, alors c'est un produit belge, hein, donc la Belgique, l'Union fait à force. Produit belge, Tripi, moi, je trouve ça canon. Bon, pas très beau, comme souvent, mais Tripi, excellent. Donc, forcément, aucun intérêt d'aller mettre mon téléphone pour avoir de la guidage. Alors, les deux motos proposent du guidage à l'écran. On peut activer certaines fonctionnalités à la voix, avec un casque, avec son micro, puisqu'il y a moyen non seulement de connecter son téléphone, mais son téléphone et son casque forcément pour avoir le trio. Et donc vous pouvez effectivement téléphoner, faire toutes sortes de choses qu'on n'avait pas envie de faire ici parce qu'on est au Maroc et qu'on voulait l'essentiel, ça veut dire rouler en moto, suivre le tripi, prendre son pied et surtout pas s'emmerder avec de l'électronique. Bon, alors pour piloter forcément toute cette électronique, ça se passe via les commodos. Donc les commodos sont assez différents, hein, sur les deux motos. Ouais. Moi je trouve que sur la CF c'est un tout petit peu plus chargé, Oui. Mais ça reste très facile d'utilisation. Oui, absolument. Donc voilà. Et sur la Enfield, on est sur toujours le style Enfield, donc toujours un petit peu plus épuré. Oui. On y retrouve toujours ce petit joystick où, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu difficile de navigation avec les gants et ce genre de choses, Oui. mais ça reste facile aussi. Oui. Dans les Bon, menus. le Komodo, les Komodo de la CF, alors moi, bon, on est dans la nouvelle ère, on est dans l'ère du chinois qui arrive en force, la preuve. Et moi, ce qui me faisait le plus de mal, là où le plus de gros mots sortaient, c'est quand je regardais les Komodo des Chinoises. Et globalement, eh bien, ça a changé, en tout cas chez CF, à savoir que je trouve que les Komodo sont vraiment bien. Qualitativement parlant, le plastique ne fait plus vlec, fluo. On est sur des commandes et des Komodo modernes, de bonne qualité. Les Komodo Royal Enfield ont un look bien particulier, très Enfield. Ça me fait un peu penser aussi, les seuls qui me font penser un peu à ce look, c'est un peu Harley. Et donc les boutons sont très différents, vraiment un look tout à fait particulier, mais très qualitatif, très facile. Alors c'est vrai que le petit joystick qui est en bas à gauche, juste en dessous du clignotant, bon, celui-là clairement il devra faire l'objet d'une petite modification parce qu'il n'est pas pratique. Dans certains cas, il ne prend pas. Parfois je monte et il ne prend pas avec les gants. Et donc dans le lot, alors ça aussi on va un peu casser du sucre maintenant, on va un peu dire tout ce qui ne va pas. Des petits détails qui pêchent un peu. Bon, par exemple sur la Royal Enfield, eh bien, on a des leviers qui sont non réglables. Eh bien, moi qui ai des petites mains et qui aime bien toujours avoir les leviers relativement près, c'est une question de style de pilotage. Eh bien, le fait d'être sur la CF où les leviers sont réglables, eh bien, ça m'a donné plus de confort au frein avec la CF parce que j'ai pu prendre le levier plus près. Et donc, à gauche, c'est l'embrayage. Bon, là, il y a moyen de juste un petit peu déplier le câble, un peu revisser, mais il n'y a pas de molette de réglage ou de possibilité. Donc, c'est un petit bémol de rien du tout, mais c'est un bémol. Les poignées, donc les poignées de gaz, comme vous le savez, on a les fameuses ride-by-wire, alors traduction, poignée sans câble. En fait, c'est électronique, donc c'est un potentiomètre. Voilà. Et donc, la Royal Enfield, c'est bel et bien un potentiomètre, et la tienne, c'est par câble. Ouais, Maintenant, les poignées sans câble, parfois, on peut regretter des petits à-coups d'injection, des petites imperfections de communication électronique. Je n'en ai pas souffert personnellement, je dirais même que... Moi je t'en ai parlé parce qu'effectivement il y a un ou deux moments où je t'ai dit tiens ça me paraît bizarre, j'ai l'impression d'avoir des à-coups, mais c'est vraiment quand on est sur le filet de gaz à très bas régime.
Eh bien, moi, j'ai eu la même chose, mais avec la CF. Ah ouais. Ouais. Ok. J'ai eu aussi à un moment des trucs. Donc voilà, très personnel, on est tous différents, on remet gaz, enfin oui, on remet gaz tous différemment, on a tous des comportements différents, ça il faut bien le comprendre. Et donc voilà. Mais bon, je dis micro-détails, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais aimé des leviers réglables, surtout au niveau du frein, mais voilà, ça c'est un petit détail. Est-ce que toi tu as un bémol à signaler pour ta CF? On en a parlé juste avant, on a parlé un petit peu de la bulle, effectivement, c'était le seul bémol pour moi, Ouais. puisqu'elle est réglable, mais que finalement il reste quand même des turbulences. Ouais. Voilà, c'est un petit bémol pour moi. Pour le reste, Bon, on a failli oublier un truc qui est quand même vachement important, c'est la consommation. Alors Alex, je te commence pour lancer ce sujet consommation. sujet consommation, moi je vais dire, je vais juste regarder effectivement la consommation ici moyenne que j'ai depuis le début du séjour. Ouais, Moi je suis à 4,2 litres au 100. ouais, Voilà. ok. Ce qui correspond plus ou moins à la fiche technique, il me semble. Alors la fiche technique de la CF annonce 4,6 au 100. Ah ouais. Donc, Mais pour moi, la fiche technique, alors il faut savoir que les fiches techniques chinoises, je ne sais pas si elles sont très bien traduites toujours, parce que quand tu sais que celle-ci, je crois qu'ils annonçaient 3,8 litres et celle-là 4,6, tu dis, avec un moteur, avec, alors en plus, théoriquement, 2 chevaux moins performants, forcément, les chiffres ne sont pas logiques. Enfin, si, que celle-ci consomme moins. Bon, moi, j'ai un style de pilotage qui est un peu différent, mais finalement, j'ai envie de dire que oui, moi j'étais à peu près à 4 litres avec celle-là, 4 litres. Alors ça, c'est quand même assez génial et assez jouissif. C'est que hier, on avait 300 km à faire, un peu plus de 300 km. On a fait le plein en partant, en sortant de l'hôtel, on a fait le plein. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'avais encore 100 km en autonomie, j'avais encore 100 km et j'avais effectivement encore un quart de la barre. Ouais, j'étais plus ou moins un quart aussi ce matin. Voilà. Donc traduction, en fait, ces motos font vraiment 400 km. Ouais. Donc si tu y vas un peu cool et que tu roules à l'économie, tu peux taper un 450 km. Facile. C'est complètement dingue parce qu'il n'y a quand même que 17 et 17,5 litres. Quoi. Ici, quand on remet le plein, hein, moi j'ai regardé un petit peu, il annonce l'autonomie. Une fois le plein fait, il m'annonçait 470 km. Ouais. Donc on est voilà. Ouais. Théorique. Ouais. Avec un peu de vent dans le dos, ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire. Ouais. Ouais. Enfin voilà, donc consommation, bah oui, c'est des petites motos qui peuvent aller loin, c'est des petites motos qui permettent de faire des trips comme ça et parfois aller se perdre. Bon, ben effectivement, il faut viser les 400 km. Mais 400 km, c'est déjà pas mal. Hein, je veux dire, quand tu as fait 400 bornes d'ici, il est l'heure de se coucher. Faire un gros dodo, ouais. Voilà, bon, ben, on va essayer d'un petit peu clôturer. Bon, on va faire un truc direct qui va être très simple. Je vais te demander laquelle tu préfères. Ben, je le sais. Mon choix se porte sur la CF quand même. Voilà. Parce que je trouve qu'elle a ce look un peu plus rajeuni. Ce côté, comme je disais tout à l'heure, très enduro, plus affirmé. J'ai beaucoup aimé cette moto, de par son confort aussi, par rapport à ce qu'on a fait. Maintenant, j'avoue que le côté un petit peu, je ne vais pas dire différent, mais le côté un petit peu plus rétro de la Enfield me plaît aussi. Alors moi, ça sort du lot par rapport à ce look un petit peu typé très enduro. Tu vois. Alors que tu allais préférer, celle-là j'en étais sûr, surtout au niveau du look. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan du look de la Royal Enfield, c'est pas trop ma cam, mais j'ai préféré moi la Royal Enfield parce que justement ce côté un peu plus vif, que ce soit au niveau du châssis et du moteur, lui donne un petit côté un poil plus sportif qui forcément correspond plus à moi et à ma manière de rouler. Donc je dirais qu'en termes de sensations, bon alors rappelons-nous bien que suite au développement de la fiche technique, ces motos sont tellement proches l'une de l'autre que théoriquement, elles devraient être quasi impossibles à dissocier clairement. À part que celle-ci est, je dirais, moteur un poil main vif, mais plus confortable, et celle-ci, moteur un peu plus vif et un poil moins confortable. Donc avantage et inconvénient. Moi, c'est pas pour rien que je t'ai laissé la CF, je n'ai fait que 2 jours sur la CF, j'en ai fait 5 sur la Royal. Malgré que c'est vrai qu'elle est un poil moins confortable, j'ai préféré la Royal Enfield parce que son caractère moteur. Aussi, moi j'ai fait pas mal d'off-road, je suis un peu sorti de partout. Et c'est vrai que ce gabarit un poil plus petit
eh bien, permet aussi de s'engager dans des endroits où tu te dis, bon, ben ok, ça va passer. Avec la CF, tu te dis, ouf, si je cale en plein milieu de la flotte, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Mais voilà, donc moi personnellement, c'est vrai que j'ai préféré la Royal Enfield, plutôt pour ses qualités dynamiques et moteur, et toi pour le confort. Et voilà, oui, le confort, le look, le moteur m'a convaincu. C'est vrai que les 2 jours où j'ai eu la Enfield, je me suis surpris quand même, comme je t'expliquais, à un moment donné, on était sur une belle série de virages, très joueur, je me suis vite pris au jeu j'allais dire, à me croire presque sur une super moto, parce que effectivement, bien calé contre le guidon, des freinages tardifs et rentrée de rapport en entrée dans le virage, voilà, ça c'était. elle a un poil plus sportif. Oui, elle est plus sportive. Il y a pas mal de différences. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de différent, mais voilà. Donc je pense qu'on a tout dit. Je pense que dans les grandes lignes, tout est dit. Oui, elles sont différentes, en même temps tellement proches. On était vraiment heureux de pouvoir les comparer parce que c'est rare de pouvoir comparer des motos qui sont en termes de fiches techniques tellement proches. Et finalement comprendre qu'on est quand même face à 2 motos bien différentes. Et voilà, maintenant la vérité c'est que je serais très heureux de recommencer un autre voyage ici au Maroc sur la CF. Mais voilà, j'ai bien kiffé sur cette petite Royal Enfield qui a été pour moi une bonne surprise. Ce petit moteur bien vif est top. Et la stabilité et le côté plus rassurant de la CF a aussi ses avantages. Donc, eh bien, merci à Bike2Beach évidemment de nous avoir permis de participer à ce voyage. Merci à CF et à Royal Enfield de nous avoir permis de prendre ces motos de presse qu'on a dû isoler quand même pendant presque plus de 3 semaines parce qu'elles sont parties 10 jours avant qu'on les réceptionne. Elles vont mettre encore 5 jours pour revenir. Donc merci à nos partenaires qui nous ont mis ces motos à disposition pour des longues durées. Bon, vous l'aurez compris, alors vous verrez les images, je vous invite à regarder aussi le reportage Bike2Beach au Maroc parce qu'on a vu des choses complètement folles. On a dormi dans des endroits complètement fous, on a roulé sur des routes de tous les types, on a vu des paysages comme ça tout le temps, parfois mieux. Et ça, vous l'aurez peut-être vu avant dans la vidéo. Et donc, moi, j'ai souvent été bouche bée sous mon casque, heureusement intégral. Et je dois avouer que j'ai passé une excellente semaine en ta compagnie, mon cher Alexandre. Il y en est de même, mon cher Arnaud. Donc voilà, écoutez, c'était SSCF Himalayan 450. On va encore essayer de vous faire un comparo comme ça, plutôt en fin d'année. Ça reste une surprise, mais il reste deux 450 sur le marché que vous connaissez, mais que je ne citerai pas. Et je vous laisse deviner lesquels. Enfin, tout ça est en cours et donc on va essayer de ratisser tout le marché 450 pour cette année. Celui-ci est terminé, c'était le pied. Merci pour l'écoute et bien évidemment, comme toujours sur Carter et Piston, gaz sur la route.